Cheikh, donc, vous disiez que vous avez été le premier à enseigner les sciences économiques donc en 1992 dans cette nouvelle institution à Qom. Et par votre enseignement, vous avez été amené à analyser les théories des questions économiques contemporaines par Bakr Sadr. Et à l'international était à cette époque-là une des réponses les plus élaborées dans le monde musulman. Et en faisant ce travail-là, vous avez découvert des limites et même des failles. Et en cela, vous avez gêné un certain nombre de personnes. Donc à l'intérieur, vous avez gêné les conservateurs, nationalistes. Et à l'extérieur, vous avez également gêné ceux qui utilisaient Bakr Sadr comme une vitrine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi vous avez touché l'idole des conservateurs et en quoi ça les a gênés? D'abord, il faut dire que ce n'était pas l'idole des conservateurs, c'était en réalité leur ennemi, mais c'était leur vitrine, paradoxalement. Parce que dans ce monde très compliqué de la tariqa, le meilleur investissement qu'on fait, c'est investir dans son ennemi. J'ai appris là vraiment comment ça se fait. Donc, au lieu de combattre ouvertement l'ennemi, on le combat, comme on dit, sous la table, mais sur la table, on essaie de l'utiliser et de l'instrumentaliser. C'est ce qu'on fait avec Bakr Sadr. Ils ont fait de lui, d'ailleurs, Motahari aussi, une vitrine pour l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, ils le sapent. Donc avec le cynisme le plus complet. Pardonnez-moi, vous pouvez expliquer cette question de la vitrine? En quoi c'était utilisé? Je vous rappelle, par quoi nous, les jeunes musulmans sunnites, nous étions attirés à l'Iran. Qu'est-ce qui nous a attirés là? Mais qu'est-ce qui attire? Il y a d'abord le phénomène révolutionnaire qui attire même, non seulement les musulmans, il y a même des communistes qui ont sympathisé avec la révolution iranienne. Ça, c'est une chose. Mais pour les musulmans, il y a une autre chose qui était fondamentale. Nous avons été attirés par deux grandes personnalités qui ont été utilisées dans la vitrine de la révolution. Motahari et Bakr Sadr. Pourquoi? Parce qu'ils avaient répondu à toutes les questions des détracteurs de l'islam. Donc nous, les étudiants musulmans à l'université, nous avions besoin de ces réponses-là toutes faites. Et donc, de l'autre côté, les conservateurs qui tenaient les ficelles du pouvoir sans se manifester, la plupart des temps, ils savaient bien ça, ils jouaient ce jeu subtil, tout en interdisant à l'intérieur de leur pays certains livres de Bakr Sadr et surtout de Motahari, tout en interdisant certains livres de ces gens-là. À l'extérieur, ils font miroiter ces deux noms avec les quelques textes qu'ils choisissent pour attirer les gens et pour se faire une grande audience partout dans le monde musulman. Et donc une audience qui n'était pas chiite du tout. Et nous, par notre attachement à l'islam, on essaie de ne pas voir les différences communautaires. On essaie de ne pas les voir, tant que c'était possible. Tant qu'on était loin, on réussissait toujours à ne pas voir les différences de taille qui existaient. Et à ne pas voir la réalité des choses. C'est-à-dire que ces noms-là qui nous ont attirés, c'était une vitrine. D'ailleurs, la première fois que j'ai entendu le mot de vitrine, c'était de la bouche d'un mollah, c'était en 91, quelques semaines après mon arrivée. C'est de la bouche d'un mollah qui est très célèbre maintenant, il apparaît chaque jour à la télé. Il m'a dit, mais vous avez été attiré par la vitrine donc. Du coup, il a compris. Mais par la suite, il m'a dit, bon, vous n'avez pas vu votre situation en tant que chercheur d'asile, tout ça, avec tout ce que vous avez, bon, c'est le meilleur. Vous pouvez rester pour le moment, c'est quand même plus indulgent qu'ailleurs. Donc, il m'a encouragé à rester, bien qu'il m'a prévenu depuis le départ que je suis dupé par la vitrine. Un autre m'a bien dit, de façon encore plus cynique, il m'a dit, mais vous ne savez pas que nous avons un proverbe, nous, chez nous, qui dit que le bruit de tambour de loin est très beau.
Donc vous êtes attiré par le roulement de tambour là, hein, mais quand vous arrivez ici, vous devez boucher les oreilles. Parce que ce n'est plus la musique que vous entendez de loin. Tout cela, j'ai eu le temps de le découvrir. Et quand j'ai fait l'étude comparative de tous les textes, que ce soit de Iqtisadouna ou autre, j'ai eu tout le patrimoine de Bahr el-Sadr sous la main lorsque j'enseignais l'économie islamique. Ce qui n'était pas le cas en Tunisie. Je n'avais que quelques livres de lui. Alors j'étais tout son patrimoine sous la main, j'ai pu finalement comprendre pourquoi ce livre, non seulement n'est pas opérationnel, mais ça ne peut pas être une alternative. Et c'est loin d'être scientifique aussi. Et donc, quand j'ai démontré tout ça, du coup, ces conservateurs qui voulaient que Bahr el-Sadr reste toujours leur vitrine, ils se sont dit, bien qu'eux, ils se sont réjouis que finalement leur ennemi s'est avéré pas si fort que ça. Ils se sont réjouis de ça, mais du reste, ils ne devaient pas accepter cette critique, qu'elle soit mise en relief et qu'elle leur casse la vitrine. Parce qu'ils n'ont pas une vitrine alternative. D'ailleurs, jusqu'à maintenant. Et qu'est-ce qu'ils ont? S'ils perdent Bahr el-Sadr et Motahari, ils n'ont rien. Rien du tout. Parce que la révolution, c'était détruite. Ben, bien sûr, elle ne s'était pas détruite, mais les nationalistes ont fait de telle sorte de se débarrasser de toutes les têtes pensantes, humanistes et autres. Et au bout de quelques années, il ne se trouve que des gens qui n'ont aucun mérite que de répéter ce que les anciens disent. Et donc, ils n'ont plus rien à mettre à la vitrine. Jusqu'à un jour, quelle est la grande découverte? Bon, il y en a plusieurs. La première découverte, c'est que tout le travail de Bahr el-Sadr repose sur un postulat qui s'est avéré faux. J'ai démontré qu'il est faux. C'est qu'il faut faire la différence entre la science économique et la doctrine économique. Eh bien, j'ai démontré le contraire. C'est que les sciences en général sont deux catégories: des sciences unanimes et des sciences doctrinales. Alors, quand il s'agit de sciences unanimes, il y a un côté scientifique qui dépasse les choix doctrinaux. Bon, on a les sciences unanimes, comme la médecine, comme la chimie, comme les sciences exactes de façon générale. Ce sont des sciences unanimes, où les résultats doivent être acceptés par toutes les écoles de pensée du moment qu'elle est démontrée dans une école. Alors que les sciences doctrinales, telles que la psychologie, telles que l'économie, telles que la sociologie, ce sont des sciences doctrinales. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque école de pensée a ses propres postulats sur lesquels elle construit toute sa construction théorique. Et donc, les résultats vers lesquels elle va aboutir n'engagent que cette école-là et pas les autres. Donc, ce qui est vrai dans un contexte marxiste n'est pas vrai dans un contexte libéral. Et ce qui est vrai dans un contexte libéral n'est pas vrai dans un contexte islamique. Et donc, il n'y a pas de côté scientifique dénué de toute dimension doctrinale en économie. Et donc, du moment que vous entrez dans la réflexion économique, le premier pas que vous faites dans la réflexion économique sera un pas forcément doctrinal. Et toute la construction que vous allez présenter sera doctrinale. Là, ça a échappé à Bahr el-Sadr et toute son œuvre est passée à côté de cette réalité. Et c'est pour cela qu'on a continué par la suite à mâcher cette fausse vérité, la différence entre le côté scientifique et le côté doctrinal. Et du moment que j'ai démontré que c'était faux, alors toute la construction de Bahr el-Sadr s'écroule. Et là, bien sûr, ce n'était pas acceptable.